Salut, bienvenue à Lévisien et Lévisienne, le podcast du journal de Lévis. Cette semaine, deuxième épisode hors série sur les élections américaines. Je reçois encore une fois Jimmy Jolicoeur qui vient nous jaser des résultats de cette élection-là. Petit erratum que j'ai fait au début, là, si vous le regardez en vidéo, vous allez le voir, je l'ai ajouté à l'écran, mais en audio, c'était pas possible de faire la modification. Au début, je mentionne que l'élection s'est tenue le 4 novembre, là, mais c'est plutôt le 5 novembre. Je l'ai échappé. Sinon, on veut remercier le groupe Garneau encore une fois là, de nous avoir prêté la salle où on enregistre. Donc, on revient sur cette élection-là, les résultats, à quel point c'est surprenant ou pas selon ce qu'on a vu venir au fil des dernières semaines. Donc, si vous ne l'avez pas déjà écouté, le premier épisode sur la campagne électorale, je vous invite à l'écouter avant d'écouter celui-là. Mais celui-là, en fait, c'est la suite du premier. Donc, je vous souhaite une bonne écoute. Puis, merci d'être là. Salut! Bonjour et bienvenue à Lévisien et Lévisienne. Encore une fois, on repart sur un hors-série avec Jimmy Jolicoeur. On jase du résultat des élections américaines. Si vous ne l'avez pas écouté encore, on a un podcast hors-série numéro 1 où on parle quelques semaines avant les élections. Donc là, on voulait faire un bilan des résultats. Donc, je reçois encore une fois Jimmy Jolicoeur, passionné de politique américaine. Tout à fait. Mais bonjour. Merci de cette invitation-là. Invitation post-élection. Donc, on a tous vécu une élection particulière. Mais Alexandre, merci de l'invitation. La face n'était pas trop longue le soir du 4 novembre. Non, mais parce que dès le début, on a senti que quelque chose qui... Moi, je vous dirais que 24 à 48 heures avant, je me disais que, bon, les sondages étaient trop serrés pour que ça ait lieu. Et là, pendant la soirée, rapidement, on a senti qu'il y avait une vague. Ouais, qu'il y a eu une vague rouge complète. Là. Écoutez, pour ceux et celles qui essaient de voir quelque chose de positif dans l'élection du côté du Parti démocrate, chercher. Je sais que là, dernièrement, il y avait des gens qui ont cherché en lien avec le vote populaire. Mm-hmm. Vote populaire qui se compare à celui de. Il a gagné le vote populaire, là. Oui, au-dessus. Selon les données que j'ai regardées hier, on était à au-dessus de 3 millions là, de votes en faveur de Donald Trump. Tout à fait. Parce que, on le dit rapidement, c'est Donald Trump qui a gagné, là. Qui a été le 45e et qui est devenu le 47e président des États-Unis. C'est la deuxième fois dans l'histoire des États-Unis qu'un président se fait battre et revient après 4 ans. C'était Grover Cleveland à la fin du 19e siècle, Grover Cleveland qui était une espèce de président assez rondelet, assez élitiste, mais qui était un full fighter, là, qui était un gars qui, dans une autre vie, aurait été un combattant de la MMA, là, qui avait perdu une élection, un peu comme Donald Trump, qui avait perdu une élection aux mains des républicains, parce que Cleveland était un démocrate, et qui était revenu, et un peu comme Donald Trump. Donald Trump, là, écoutez, on l'a vu venir, on l'a vu travailler, on l'a vu être présent. Il a gagné la guerre des médias, là. Et le soir même de l'élection, le 5, c'était quelque chose qui nous a... Moi, qui m'a pas tant surpris, mais on l'a vu rapidement. On l'a vu rapidement que la tangente s'en allait vers là. Et dès la soirée, il y a eu une confirmation de présidence quelque part autour de 2h moins quart de la nuit. Il y a eu une confirmation de présidence en lien avec le nombre de grands électeurs. Mm-hmm. Bon, on est là. Mais il y a pas quand on parle de vague rouge, là, on parle d'une vague rouge aussi au niveau du Sénat. Là, je veux dire, les républicains ont gagné 4 sièges. Oui, c'est ça. Hier, on était à 53 à 47. C'est ça. C'est quand même notable. Puis même parce que le Sénat, habituellement, c'est 51-49, c'est ça. 55. Puis il était démocrate à cette élection-là. Depuis 8 ans qu'il était démocrate. Donc, il y a eu beaucoup de changements de ce côté-là. Un sénateur aux États-Unis s'est élu pour 6 ans et le tiers du Sénat est en élection aux 2 ans. Donc, la prochaine fois qu'on peut rebouger l'équation sénatoriale, c'est dans 2 ans.
Puis même la Chambre des représentants aussi, là, ça aussi, ça a changé. On est à... hier, les votes rentraient encore. Là, c'est pas déterminé 100%, mais ce sera républicain. Là, on était à 216 à 207. Là, ça prenait 219 ou quelque chose comme 219 ça. 219 quelque chose pour avoir... On est à 3 postes. Encore là, c'est très, très, très serré. Ça a toujours été serré, mais là c'est no contest. Là. C'est no contest. Les deux chambres, la présidence, la Cour suprême, la Cour suprême qui est très conservatrice, c'est la totale toute. Mais encore là, moi, je l'ai dit et je le redis, c'est comme un gouvernement au Québec avec une trop grosse majorité. À un certain moment donné, ça devient un boulet. Ça devient quelque chose de dur à porter. Je vous donne l'exemple. En ce moment, au Québec, là, la CAQ qui est au gouvernement, il y a beaucoup de monde, beaucoup de députés, hommes et femmes à la CAQ, qui se voient ministres. Pourquoi? Mais parce qu'il y a beaucoup de députés de la CAQ au gouvernement. Et ça, la gestion de ça, François Legault, le premier ministre Legault en parlait, que juste la gestion des égos est une... Mais là, pour les 2 prochaines années, c'est rouge. C'est républicain partout. Est-ce qu'il va être capable de maintenir ça? C'est là la difficulté. Parce que si tu n'as pas personne pour te questionner, ça se peut que tu dises des choses puis que tu fasses des choses qui soient, à un moment donné, qui accrochent de ce côté-là. Par contre, j'imagine que au niveau législatif, ça doit être facilitant de leur côté. Là. Ils ont une espèce de passe-droit. J'imagine que ça doit être rare là, qu'un Sénat de la même couleur vote contre. Que la totale qui vote contre. Mais ça arrive. Ça arrive parce qu'il faut bien comprendre qu'un élu aux États-Unis, homme ou femme, a une liberté décisionnelle. Il est pour représenter son État, son district, peut voter contre le président, contre le parti au pouvoir, mais c'est sûr qu'il va y avoir des conséquences, mais il peut le faire. Ceci étant dit, côté législatif, bon, il y a deux juste pour avoir peut-être une meilleure vision, tout ce qui s'appelle nomination, ça passe par le Sénat. Tout ce qui s'appelle argent, budget. Donc, on a vu dans les dernières années, il y a eu des budgets d'urgence pour pas que l'État tombe en chômage. Bien, ça, c'est la Chambre des représentants. Donc, l'argent du côté de la Chambre des représentants, les nominations du côté du Sénat. Encore là, les nominations du côté du Sénat, dans un Sénat dit ordinaire, les nominations se font puis ça va. Et là, il y a en plus des 2 chambres qui sont républicaines, les 2 chambres sont républicaines d'élus, hommes ou femmes, qui sont très MAGA, là, qui sont très Trumpistes. Donc, ce qui fait qu'à un moment donné, c'est là que ça va peut-être aussi accrocher sur le fait qu'il va y avoir de drôles de nominations. Et ça, c'est déjà commencé. Donc, on rentre dans quelque chose. Elon Musk tantôt, avant d'ouvrir les caméras, là, c'en est un, mais en même temps, on parlait aussi dans l'autre épisode que les grands donateurs, Elon Musk en faisait partie là, pour la campagne de Donald Trump. Il a donné plus de 100 millions de dollars. Il a donné plus de 100 millions de dollars à la campagne. Et, by the way, là, des nominations de personnes un peu particulières par les présidents, c'est pas juste Donald Trump qui en a fait, là. J'en doute pas. Non. Barack Obama a fait des nominations particulières. Joe Biden a fait des nominations particulières. Tous les présidents ont des remerciements à faire. Tous les présidents... Puis n'importe quel politicien dans le monde s'entoure de gens avec qui il a de la facilité à travailler. Tous les politiciens du monde s'entourent de gens qui disent sensiblement la même chose que lui ou qu'elle. Le premier ministre israélien a limogé son ministre de la Défense il y a 2 semaines parce qu'il n'y avait pas la même vision. Ben, que Donald Trump fasse de drôles de nominations, c'est particulier. Ça va être vraiment des très drôles de nominations, ça, on s'entend. Mais c'est pas rare qu'il y ait de drôles de nominations autour du président des États-Unis. C'est pas rare. Je veux qu'on parle de la fin de la campagne. Quand on s'était vu, on a beaucoup parlé du débat. Et il restait peut-être 3 semaines avant l'élection.
le dernier push, là, il a été fait comment? Puis, est-ce que de ton œil, tu as été capable de voir où cette balance-là a renversé pour donner ce résultat-là? La balance n'a jamais tant renversé que ça a été construit. Construit sur l'économie, sur l'immigration. Moi, j'avais l'impression que le dossier avortement serait beaucoup plus présent dans la campagne, mais présent dans le vote. Mm-hmm. Il n'a pas été à ce point important. Moi, c'est vraiment l'impression que j'en avais. Encore là, comme tu as dit, je suis un passionné, je ne suis pas un spécialiste. Mais Donald Trump, l'équipe républicaine a réussi, meeting après meeting, prise de parole après prise de parole, à inculquer, à intégrer, à mettre dans la tête des gens que, économiquement parlant, les États-Unis vont mal. Ceci dit, les États-Unis vont pas si mal que ça. Mais, même pour nous, Québécois, Québécoises, Canadiens, Canadiennes, Lévisiens, Lévisiennes, on va à l'épicerie, là, on fait le saut. On fait le saut. Parce que un sac de patates dernièrement chez Maxi à 7 $ le sac de patates, on est en novembre, puis les patates ils ont été cueillies il y a à peu près 6 semaines, 5 semaines. Donc, un sac de patates. Il y a ça là, qui fait que les gens ont voté carrément avec leur portefeuille et ont voté avec une certaine colère. Pourquoi? Moi, je m'en suis aperçu, je vous dirais, le débat a été merveilleux du côté démocrate. Est-ce qu'il a été payant? Non. C'est ça. Il a été merveilleux, mais il n'a pas été payant. Et on n'a pas réussi à rendre efficace l'idée de colère. Les Américains sont en colère contre leurs élus, sont en colère contre leur organisation, sont en colère contre leur gouvernement, sont en colère contre l'humanité, sont en colère. Et puis Trump, c'est un peu la figure de proue d'un peu de l'emmerdeur de tous ces systèmes-là, là, si on veut. Tout à fait. Et une des choses que je dis souvent, c'est que René Lévesque disait souvent, c'est toujours problématique d'écouter quelqu'un qui parle pour les autres sans qu'il connaisse les autres. À un moment donné, les démocrates, Joe Biden a fait une élection en 2020. Joe Biden, c'était un gars qui était branché directement sur les syndicats, sur les travailleurs, sur les workers. Joe Biden, on dira ce qu'on voudra de Joe Biden. Dans les derniers temps, c'est sûr qu'il a fait pâlir sa photo un peu. On s'entend. Mais on dira ce qu'on voudra. Joe Biden, les grands syndicats l'ont appuyé, les grands journaux l'ont appuyé en 2020. Joe Biden avait le pouls carrément. Joe Biden a été le seul président des États-Unis à s'être rendu sur des lignes de piquetage en appui à des syndicats. Est-ce que c'était trop? Peut-être. On n'en est pas là. Ce que je vous dis, c'est que le Parti démocrate a eu une tangente et ce qu'on a lu dernièrement dans les médias, c'est que Bill Clinton a sonné la clochette de manière assez importante sur le fait qu'on est loin de notre gang, là. On est loin de notre gang. Le Parti démocrate a été un parti centre-gauche, mais principalement centre. Bill Clinton, lorsqu'il est devenu président des États-Unis en 92, on en a parlé lors du premier podcast, moi, il m'a complètement allumé, Bill Clinton était au centre-centre, là. Il n'était pas à gauche, il n'était même pas centre-gauche, il était centre-centre. Bill Clinton ne voulait pas parler d'avortement. Bill Clinton est originaire de l'Arkansas. L'Arkansas, si on va voir dans les pays dans les États, et puis c'est un drôle si on regarde les États qui sont le plus conservateurs, qui sont le moins ouverts à l'avortement, l'Arkansas sort rapidement. Et Bill Clinton est devenu président des États-Unis. Donc, il était centre-centre, vraiment centre-centre. Il était pour une espèce de gestion de l'économie seul, un peu contre la gouvernance. Et là, le Parti démocrate, avec Mme Harris, on a senti une espèce de gauche. On a senti juste son appui aux Palestiniens. Est-ce que c'est un bon ou un mauvais appui? J'en sais rien. Je ne connais pas
tous les prérogatives en lien avec ce qui se passe sur la bande de Gaza et en Israël. Ce que je vous dis, c'est qu'il y a eu des choses qui se sont passées. Il y a des gens du côté démocrate qui sont très à gauche. Ocasio-Cortez, qui s'est encore fait élire. Bernie, dans le Vermont, qui est un sénateur indépendant, mais qui, à 82 ans, s'est fait réélire avec 78 du vote. Mais Bernie, c'est parce qu'on l'aime d'amour. Ouais. On l'aime d'amour. Tout le monde veut l'avoir comme beau-frère, comme père, comme grand-père, comme arrière-grand. C'est Bernie. Mais il faut que le parti se recentre. Il faut que le parti écoute son monde. Une des grandes forces de Barack Obama, une des grandes forces de Bill Clinton. Bill Clinton pouvait arrêter son auto présidentielle, aller prendre un café au dépanneur en disant « Qu'est-ce qui va pas ici, là? Jasez-moi. » On a peut-être vu, on fait nos analystes de poche, là, mais au Parti démocrate, on a peut-être vu trop grand des enjeux qui nous qui rassemblent moins les Américains. Tu sais, je veux dire, l'enjeu de l'avortement, si j'avais été Kamala Harris, j'aurais quand même misé là-dessus parce que, comme tu disais au dernier podcast, moi aussi, là, j'aurais pensé que ça allait changer la donne. Tout à fait. Puis, outre ça, c'est des valeurs fondamentales. C'est un droit, à mes yeux, fondamental aussi. Fait que, puis en plus que c'est une femme, c'est important, je pense, de porter ce message-là. Mais pour les autres enjeux, peut-être qu'on est moins allé sonder directement le peuple quand la politique américaine, c'est une politique du peuple aussi. Là. Complètement. Complètement. Est-ce on s'est un peu déconnecté? Assurément. C'est sûr que là, tout ce qu'on dit, toi et moi, là, on est des joueurs de violon. On est des joueurs de violon. Tu sais, il y avait un sondage ce matin dans les médias, dans les différents médias de Québécois qui disait que les Québécois ne sont pas d'accord avec le choix des États-Unis. Why not coconut, là? Ben oui. So what? Moi, je suis pas d'accord avec bien des affaires, même d'ici. Et j'ai jamais demandé à quelqu'un du Nevada s'il était d'accord avec le fait qu'on fait ce qu'on fait. Non, écoute bien, on n'est pas d'accord avec les... Ils ont voté fortement. Un autre élément que je dis souvent, en plus d'avoir voté fortement, c'est que dans les endroits tout à fait bleus, la Californie, la ville de New York, le Colorado... C'était pas si clair. C'était plus si clair que ça. Donald Trump a fait des gains extraordinaires, là, plus 7 % en Californie. C'est fou, ça. C'est fou raide. C'est fou raide. En Californie, Donald Trump s'est assis, il a essuyé ses pieds sur la Californie. Il s'est essuyé les pieds, puis je vous dirai pas qu'est-ce qui s'est essuyé autre avec la Californie. Il y a eu une augmentation du vote de 7 % par rapport à Joe Biden. Bon. Est-ce qu'on s'est déconnecté? Assurément. Est-ce qu'on sait exactement qu'est-ce qui s'est passé? Pas tout à fait. Ce qui va se passer, ça, je le prédis, c'est que dans le prochain 48 mois, dans le prochain 24 mois sûr, puis dans le prochain 4 ans, il va y avoir une guerre au sein du Parti démocrate. T'as pas idée. Et il y a une espèce de dicton anglais qui dit, là, les serpents vont se manger à la tête, là. Là, ils vont se manger à la queue, puis après ça, ils vont se manger à la tête. Ça va être effrayant. Qu'est-ce qui va sortir de là? Est-ce que ça va être mieux? Oui, assurément. C'est pas la première fois que le Parti démocrate ou le Parti républicain doit se reconstruire complètement. Doit se reconstruire. Puis les deux partis, là, c'est le phénix, là. Ils vont se reconstruire dans le cendre. Est-ce qu'ils vont être mieux? En tout cas, ils vont être plus à l'écoute. Ça, c'est sûr. Il y a des analystes, puis il y a aussi des politiciens. Là, Peter Buttigieg, là, qu'on a vu aller, qui a dit, là, on a peut-être été loin sur la gauche. Là. On a peut-être été loin. Peter Buttigieg faisait partie du cabinet de Joe Biden, fait encore partie du cabinet de Joe Biden. Est gay, lui et son conjoint ont adopté, à un moment donné, comme il disait lui-même, il dit, c'est moi qui ai pris cette décision-là, j'ai peut-être pas à l'imposer à tout le monde non plus, là. C'est ma décision. J'ai peut-être pas besoin d'en faire la promotion tant que ça. Là. De la politiser. C'est ça. Autre chose qui est importante à savoir, c'est que encore aujourd'hui, on est en novembre, c'est Joe Biden, le président des États-Unis. Oui, on l'appelle le canard à la patte cassée, le lame duck,
Oui, mais il est encore au fourneau. Il est encore à la prise de décision, et ce, jusqu'au mois de janvier prochain. C'est comme ça. C'est comme ça. Il y a un président désigné et il y a un président en fonction. Mm-hmm. Et aujourd'hui, Joe Biden, président, le 46e président, va recevoir le 47e président aujourd'hui pour une visite à la Maison-Blanche. D'ores et déjà, on a vu que Donald Trump, il a fait un appel, on a dit, bon, qu'il a fait un appel à Poutine, et dans l'appel à Poutine, il a été un peu plus serré, un peu plus douette, un peu plus recadrant que ce qu'il a dit principalement pendant la campagne électorale. Il a dit à Poutine, fais attention, on est encore très, très présent partout. Mm-hmm. Il a dit ça. Il paraît que le Kremlin n'a pas apprécié tant que ça, mais ça, c'est un autre dossier. Y a-t-il des choses qu'il apprécie? C'est ça, c'est ça. Donc, on est dans la création du cabinet de Donald Trump. Il y a eu la création d'un cabinet de transition. Un cabinet, c'est un... Bon, ce sont tous des gens qui sont nommés. Ce sont tous des secrétaires, secrétaires au travail, secrétaires. Il y a le secrétaire d'État qui est le principal, la figure de proue de la diplomatie américaine. Il y a la personne qui est au Trésor, la personne qui est à politique interne, sécurité interne. C'est un cabinet d'à peu près une trentaine, entre 30 et 40 personnes. Et autour du président comme tel, il y a une garde rapprochée qui se situe toujours entre 9 et 12 personnes, qui sont des conseillers principaux, des special counselors, et qui sont gérés par une dame qui a été nommée cette semaine, qui s'appelle Susie Wiles. Susie Wiles, c'est une dame d'un certain âge, super gentille, super intéressante, très intelligente, une politique très forte, qui accompagne Donald Trump depuis les 3 dernières années, qui vient d'être nommée chef de cabinet. Chef de cabinet aux États-Unis, elle a le titre de White House Chief of Staff. C'est un chef de cabinet ou une chef de cabinet aux États-Unis. C'est entre le président et elle, ce qu'on dit, c'est qu'il ne faut pas, lorsqu'ils sont les deux à côté de l'autre, il ne faut pas qu'on soit capable de voir le soleil. Il ne faut pas qu'il y ait d'écart entre les deux. Les deux, c'est une personne. Et lorsque ce n'est plus une personne, ben le chef de cabinet ou la chef de cabinet perd sa job. Okay. C'est fini. Mais le chef de cabinet, c'est la personne autour du président qui donne accès au président. Pour tout le monde, mis à part peut-être sa femme puis ses enfants. Mais encore là, ça, c'est une autre affaire qui peut être vraiment dangereux, ou en tout cas, moi, que je questionne beaucoup, c'est l'avenue des 2 fils du président des États-Unis, Eric puis Donald Jr., au sein du cabinet. Ça, si c'est ça qui se passe, on n'est pas sorti de l'auberge parce qu'on parle pas de la même... Ils n'ont pas la même compétence que le papa. Ils ont quel âge, hein, ça? Cinquantaine d'années, une quarantaine d'années. Le père a 78, donc... Puis eux, ils n'ont pas de background politique. Eux autres. Il y a la femme d'un des 2 qui est présidente du Parti républicain. Ouais. Les deux ont de la genèse un peu. Les deux ont pas... Les pommes n'ont pas tombé bien loin du pommier. Là. Les 2 sont un peu baveux. Non, ils sont beaucoup baveux. Les 2 sont beaucoup menteurs. Mais il y a ça. Et moi, l'avenue du Kennedy, là, Robert Junior, là, ça me tente pas de le voir là. Ça me tente pas parce que lui, contrairement à ce qu'on pense, d'après moi, il est intelligent, là. Qui se présentait comme indépendant complètement, aussi. Complètement. Et là, on lui aurait promis le contrôle d'une dizaine d'agences du côté de la santé. Il ne faut pas oublier que c'est un de ceux qui a crié le plus fort en disant que le docteur Fauci, docteur principal responsable de la COVID aux États-Unis, et que les vaccins de la COVID étaient une fumisterie. Un complétiste. Renié complètement par les Kennedy. Et là, donc, on est en train de tricoter. Il est en train de tricoter son... Moi, là, les 2 fils Trump, ils me reviennent pas, là. Leur face me reviennent pas. Puis le Kennedy, là, lui non plus, sa face me revient pas. Mais pour le reste, des personnes spéciales autour de la table, il y en a toujours eu. Puis il y en aura toujours. Est-ce que les pare-feux sont aussi présents qu'en 2016? Non. Mais il n'y aura pas une guerre civile demain matin, là. Il n'y aura pas... Et le Québec et le Canada vont continuer à faire de la business avec
les États-Unis. C'est marqué dans le ciel. Est-ce qu'il va y avoir des pourcentages de douane qui vont augmenter? Peut-être. Mais peut-être pas aussi. Parce qu'il faut bien comprendre que tous les États limitrophes du Canada sont, dans un premier temps, souvent très, très républicains. Puis dans un second temps, eux autres aussi font de la business avec le Canada, là. Il y a le Canada qui fait de la business avec les États-Unis, mais les États-Unis font de la business avec le Canada. Puis le peuple américain, c'est un peuple de business. Donc, à un moment donné, les chambres de commerce sont très, très fortes aux États-Unis, là. Très, très fortes aux États-Unis. Il y a ça qui va... Puis j'étais avec des beaucerons la semaine dernière qui ils se questionnaient. Oui, on se questionne, mais c'est pas la première fois qu'il y a des présidents spéciaux à la tête des États-Unis. C'est pas la première fois qu'il y a des cabochons. Donald Trump, je suis même pas prêt à dire que c'est un cabochon, mais je me souviens d'un Bush, moi, celui qui était avec un W avant son nom, là. Ça, là, ça n'avait pas été fort, là. Mais le Canada continue à faire de la business avec les États-Unis. Donc, c'est une longue réponse, là, Alexandre. Encore une fois, c'est une longue réponse, mais c'est un peu ça qui... On voit aller... On se questionne. On est... qu'on soit d'accord ou non, c'est pas notre problème. Mais moi, je suis persuadé qu'on va continuer à faire de la business de manière importante avec les États-Unis. Ça, il n'y aura pas de passage à vide. Il va y avoir des négociations. Il va y avoir des négociations difficiles, assurément. Mais il n'y aura pas de passage à vide d'économie. Ça, il y a quelque chose qui me dit ça, là. Je vais t'amener sur les swing states. Oui. Ces fameux États qui souvent détiennent le vote entre leurs mains, qui ne sont pas nécessairement les États les plus importants en termes de grands électeurs puis de nombre, mais qui détiennent des votes clés. Il y en a 7. L'Arizona, le Wisconsin, le Michigan, la Pennsylvanie, la Caroline du Nord puis la Géorgie. Ouais. On a entendu 1001 reportages en direct de chacune de ces places-là, comme ça déchirait leur chemise à gauche, à droite. Quel bord allaient aller les swing states? Les 7 étaient rouges. C'est même pas drôle ce qui s'est passé, là. Je pense qu'il y en a 2 là, qui se situent en bas du 50 % là, au niveau du vote, puis le reste, c'était écrasant quasiment. Là, écrasant. Puis ce qui est particulier là-dedans, puis ça, là-dessus, moi, une semaine avant le vote, j'ai levé la main, j'ai fait quelques chroniques à la radio un peu partout à travers le Québec. J'ai levé la main en disant, là, les sondages, c'est correct, là. À un moment donné, là, calmons-nous ces sondages. À un certain moment donné, la dernière fin de semaine avant l'élection, il y avait un sondage qui sortait par demi-journée. Par demi-journée. Et tous les sondages disaient tous la même chose, que ça allait être égal, que c'était 50-50, que c'était 47-47, que c'était 49-49, que c'était 49-48, on était dans la marge d'erreur. Là, à un moment donné, là, les firmes de sondage, là, pourtant, là, je travaille avec des sondages. Je travaille avec des firmes de sondage. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais c'est pas la première élection où on est déçu des sondages. C'est pas la première élection. Et les sondages, à un certain moment donné, là, ça nous mettait... Là, à Pennsylvanie, c'est du coude à coude. C'est pas vrai pantoute. Je pense qu'il a gagné avec 6 % je ne sais pas là, les derniers chiffres, mais il a gagné avec 6 % de majorité. Ah, on était... Et là, les sondages... Et là, c'est comme si tous les sondages s'auto-copiaient, puis tel qu'a dit le New York Times, tel qu'a dit le Chicago Tribune, tel qu'a dit le ci, tel qu'a dit le... ça a été... Et ça en était navrant à un moment donné, là, parce que là, on s'est rendu compte que... Deuxièmement, qu'est-ce qui n'a pas marché dans les swing states? Bien, c'est la vague de fond on n'a pas été capable de mettre le doigt sur la colère. La colère n'était pas juste dans le sud des États-Unis, était dans l'ouest des États-Unis, était dans le mur le Rust Wall, était juste dans la Bible Belt. La colère des Américains était frappante partout à travers les États-Unis. Et là, on est revenu à la base même en disant, ma grosserie, là, quand je fais ma grosserie le jeudi soir, ça me coûte plus cher. On est revenu carrément à ça. Et lequel qui me le disait le plus, puis lequel que je me disais, ouais,
c'est Donald Trump. Dans les 7 swing states. Puis il y a des swing states, c'était même pas drôle. Là. C'était même pas drôle. C'était... moi, j'ai regardé pendant toute la soirée la Pennsylvanie. La Pennsylvanie où on était supposé avoir, comme tu dis, là, on était supposé déchirer notre chemise là, à gauche puis à droite. Il ne s'est rien passé en Pennsylvanie. Et il y a eu une grande victoire de Donald Trump. Grande victoire de Donald Trump dans la clientèle hispano, dans la clientèle afro-américaine, dans la clientèle des femmes, dans la clientèle des jeunes, dans la clientèle des femmes blanches, dans la clientèle de... Tabarouette! Donc, 2 choses qui sont ressorties pendant cette élection-là, que je dis souvent, que là, il y en a une des 2 qui s'est confirmée dans ma tête. Un débat ne fait pas le printemps. Un débat ne fait pas une élection. Kamala Harris a remporté right and left en donnant des coups de pied d'en face à Donald Trump le débat du mois de septembre. C'était un no contest. Ça n'a rien donné. Pourtant, Donald Trump a dit des stupidités totales. Ça n'a rien donné. Deuxième chose, des sondages. À un moment donné, il va falloir qu'on se calme ces sondages. Il va falloir qu'on se calme beaucoup sur les sondages. Et il va falloir qu'on écoute les politiciens. Puis là, on s'en va au Canada là, dans une élection. Le gouvernement fédéral n'a plus de protection. Il est minoritaire. Il peut tomber cet après-midi, demain matin, si les conservateurs décident de retourner en chambre. Il peut tomber demain matin, dans 2 semaines, dans 3 semaines. Moi, je pense qu'on va être en élection fédérale au printemps 2025. Il faut que les politiciens et les politiciennes écoutent les gens. Parce qu'au Québec et au Canada, quand on fait notre épicerie le jeudi soir, on la trouve raide des fois. Là. Ouais. On la trouve raide. Et la taxation municipale augmente, le taxi augmente, les frais de ci augmentent, les frais de ça augmentent. Les changements climatiques, les frais d'assurance augmentent. À un moment donné, et les salaires n'ont pas augmenté. Ou peu augmenté. Donc, il va falloir qu'il y ait une écoute précise et claire, nette et précise de ce que le résident ou la résidente, le Canadien, la Canadienne, il faut qu'il soit à l'écoute de son message. Au jour d'aujourd'hui, moi, il se passe ça dans ma vie. Comment tu peux m'aider, toi, le politicien, toi, la politicienne? Comment tu peux m'aider? Puis est-ce que tu peux, s'il te plaît, bien m'écouter? Ouais. Pour traduire ce que je te dis et bien comprendre ce que je te dis. On s'en va vers là. Et on vient d'avoir l'exemple. Puis je le dis simplement, Donald Trump va mentir 100 fois par jour pendant les 4 prochaines années. Il va dire des énormités et des choses vulgaires, limite violentes, à tous les jours, pendant les 4 prochaines années. Mais c'est le président des États-Unis, dûment élu. Est-ce qu'on est d'accord ou pas? On n'a pas à répondre à ça. Moi, il y a bien du monde dans la vie que j'aime pas. Puis on l'a pas élu. On n'avait rien à voir dans cette élection-là. On doit continuer quand même à faire de la business avec eux autres. Puis oui, à Pâques, on va aller passer 4 jours à New York. Puis oui, les snowbirds vont aller passer du temps en Floride cet hiver. C'est sûr. Oui. Puis, tu sais, je veux dire, après une élection provinciale, le Washington Post ne fait pas un article de une en disant François Legault réélu ou... on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord. C'est... Oui, je comprends. Ben, je peux comprendre qu'il y a des gens qui aient un inconfort. Un inconfort total, là, absolument. Oui. Puis, moi, je suis inconfortable. Tu es inconfortable. On regarde ce qui se passe, puis on fait comme... Ouais, on est ses breaks, là. On est ses breaks. Mais il ne faut pas aller dans l'émotion. J'ai fait une chronique le lendemain de l'élection avec un poste de radio XYZ. Et là, l'animateur me disait qu'on s'en allait directement dans une guerre civile. Calmons-nous. Il y en a eu une guerre civile aux États-Unis. Il y en a eu une qui a duré 4 ans. Il y a eu 600 000 morts Américains. Pourquoi? Parce que c'est des Américains qui tuaient des Américains. Et malgré ça, il y a eu un retour à la démocratie aux États-Unis. Il y a eu une guerre civile et on est revenu avec un système présidentiel aux États-Unis. Encore mieux, ça a été l'abolition de l'esclavagisme. Ouais. Donc,
Donc, oui, il y a des choses par rapport à l'immigration. Dernièrement, là, ils viennent de nommer une espèce de secrétaire, un gars qui dit on va renvoyer chez eux entre 10 et 13 millions d'immigrants illégaux. Puis même si ils ont eu des enfants aux États-Unis, non, on les séparera pas. On va renvoyer les enfants avec les parents. C'est illégal. Lorsque tu nais aux États-Unis, c'est le 14e amendement de la Constitution américaine. Tu es citoyen américain parce que tu es né sur le territoire. On appelle ça la citoyenneté territoriale. Mm-hmm. C'est non négociable. C'est non négociable. Tu es américain, au même titre que n'importe quel autre Américain, parce que tu es né aux États-Unis. Que tes parents soient des illégaux, aucun problème avec ça, là. Tu es né aux États-Unis. Deuxième chose, là, il veut renvoyer chez eux entre 10 et 13 millions d'immigrants illégaux. Comment il va faire ça? Puis, by the way, là, le peuple américain, qui travaille dans les champs? Oui. Qui travaille dans les usines? Qui travaille dans les usines de transformation alimentaire? Qui travaille dans les docks? Qui fait les jobs un peu plus difficiles aux États-Unis? Les immigrants illégaux. Deuxièmement, il y a eu une étude pendant la campagne électorale qui est sortie. Et si on enlève les 10 à 13 millions d'immigrants illégaux aux États-Unis, l'économie américaine, est-ce que c'est questionnable, les chiffres? Assurément. L'économie américaine va cracher au bout de 6 heures. Pas 6 jours. Pas 24 heures. Même pas un chiffre. Même pas un chiffre. Donc, est-ce que c'est un peu tiré par les cheveux? Assurément. Ouais. Mais ce que ça dit, c'est que l'économie américaine t'enlève entre 10 et 13 millions de travailleurs illégaux, immigrants, enlève l'inflation, ça va être effrayant. Ça va être effrayant. Qui va payer? Les consommateurs. Mm-hmm. Puis qui aime pas payer plus cher en ce moment? Les consommateurs. Donc ça, il y a quelque chose qui va se passer là. Il y a quelque chose qui va se passer là. Donc, quand le grand bonze de l'immigration nommé par Donald Trump dit qu'on va renvoyer du monde chez eux, physiquement, tu vas faire ça comment? Comment tu vas faire ça? Ben, c'est digne des plus grands génocides, là, dans le sens, sans qu'on tue personne, là, dans le sens que c'est une déportation. Une déportation là, complète, là. C'est 1755 pour les Acadiens, c'est... Comment qu'on va faire ça? Physiquement, tu vas faire comme... Puis, physiquement, là, il y a bien du monde qui ont voté pour Donald Trump et qui sont propriétaires d'une petite business. Puis le tiers de leurs employés, c'est des immigrants illégaux. Mais que tu viennes chez eux, là, puis le gars, il fait pousser des tomates dans le sud de la Californie, puis il a voté pour Donald Trump, mais là, le tiers de ses employés, il va avoir une rafle, une grande rafle, là, puis le gars, il va dire « Hey, man, moi, là, je veux qu'ils vont rester chez nous parce que j'en ai besoin pour faire rouler ma business. Mm-hmm. J'ai bien voté pour toi, mais... Ah non, là, ça, c'est pas fait. Ça, c'est pas fait. Puis le peuple américain est un peuple de businessmen puis de businesswomen. Hey. Puis moi, là, juste physiquement... Non. Au début du premier mandat de Donald Trump, il a essayé de fermer les frontières à 7 pays musulmans. La Cour suprême des États-Unis, il a frappé dessus au bout de 3 semaines en disant « Hey, man, ça se peut pas. T'as pas le droit de faire ça. Puis là, de renvoyer chez eux un enfant d'immigrant né aux États-Unis, à tabarnache, ça, c'est pas fait, ça, là. Ah, que c'est pas fait. C'est contre la Constitution des États-Unis, là. Puis ça, c'est noir sur blanc. Et là, malgré le fait que la Cour suprême est conservatrice, puis qu'il y a des originalistes en son sein, pas fait ça, là. Donc, oui, on est craintif. Oui, on va entendre encore plus de vulgarité et de mensonges à la télé, mais c'est ça qui va se passer. Mm-hmm. Si on compare à sa première élection contre Hillary Clinton en 2016, où justement il a perdu le vote populaire, mais il a gagné le vote des grands électeurs.
Qu'est-ce qui est différent de ces deux élections-là? Je pense qu'il s'est reconcentré sur l'économie, juste sur l'économie, juste sur l'économie. Puis je pense qu'il a trouvé le bon filon rapidement. Il a trouvé un filon politique payant rapidement. Je pense qu'il était plus ou moins bien conseillé en 2016. Je pense qu'il a été mieux conseillé, malgré le fait qu'il a dit des énormités totales. Mais l'idée de l'économie a été sa carte maîtresse pendant toute l'élection. Pendant toute l'élection. Ça a été sa carte maîtresse. Il revenait avec ça. Deuxièmement, c'était sa deuxième campagne électorale. Donc, je pense qu'il a compris. C'est pas un cave, là. C'est pas un cave. C'est pas un débile mental. Je pense qu'il a été capable de bien comprendre que, justement, l'économie était sa seule carte maîtresse et qu'il l'a jouée au fond Moléon. Au fond Moléon. C'est ça. Deuxièmement, la politicienne qui était devant lui était un peu plus faible. Hillary Clinton, c'est une politicienne, c'est une vraie politicienne. C'est une politicienne qui a fait de la politique longtemps. Oui, puis Hillary, je pense qu'elle l'a perdu à la fin là, sur le fameux scandale. Oui, le scandale de ses courriels privés. Mais qui est arrivé en toute fin. Là, complètement. Le dernier coup d'épée qui a fait mal. Là, c'est ça qui a fait mal. Mais pourtant, puis Hillary avait gagné le vote populaire. Il y avait 2 700 000 personnes qui avaient voté pour Hillary de plus que le président Trump. Hillary était plus aguerrie. Et il y a un phénomène, il y a quelque chose qui ne s'est pas... elle est devenue candidate... Kamala Harris est devenue candidate du Parti démocrate le 21 juillet 2024. En milieu de campagne. Oui, en milieu de campagne. Et elle n'avait pas fait la run des primaires. Et moi, la run des primaires, tout le monde me dit « Ah oui, mais c'est long, c'est ardu. » Oui, mais si tu passes à travers, t'es king. Si tu passes à travers, t'es un vrai. Ah, elle est arrivée frette dans le milieu. Complètement. Elle n'avait pas été testée. Elle n'avait pas été questionnée. Puis en plus, c'est que lorsqu'elle est arrivée le premier lundi de mes vacances, je m'en souviens encore très bien, lorsqu'elle est arrivée comme candidate, ça a pris quand même 4-5 semaines avant qu'elle ait une première entrevue médiatique. Et là, moi, ça, c'est une des choses. C'est une des choses... Tu connais mon métier. Je suis un spécialiste en relations publiques. Spécialiste. En tout cas, je fais des relations publiques et j'essaie de gagner ma vie en faisant ça. Elle a refusé des entrevues, elle a refusé des podcasts. Puis Donald Trump a refusé 0 entrevue, a refusé 0 podcast. Donald Trump a fait des conférences de presse ou des conférences, là, des shows de chaises à l'Association des journalistes afro-américains. Ouch! Là, il était sûr de se faire arracher la tête. Il était sûr de partir. Moi, il y allait. Il y allait. Puis là, il se faisait battre. Il disait, C'est son front de bœuf qui est payant, là. Puis, Kamala Harris ne voulait pas faire le balado de Joe Rogan. Donald Trump a voulu le faire. Kamala Harris a dit, OK, mais ça va durer juste 1 heure, puis j'aimerais savoir les questions. Hey. Joe Rogan, il fait des balados de 3 heures, puis il t'enverra jamais ces questions. C'est un pas fin, Joe Rogan. Mais Donald Trump est allé dans des balados qui étaient contre lui, En partant, l'animateur de balado disait « Vous êtes venu, bravo, parce que il y a une certitude, c'est que je vous aime pas, puis je vais essayer de vous clencher. » Puis Donald Trump est assis en disant « OK, go. Come on, fight. » Puis c'était fini. Il y allait. Et ça, il y a quelque chose de ce côté-là aussi que j'ai pas aimé du côté démocrate. Il y a ce côté-là. Puis on parlait tantôt de Bernie. Bernie refuse aucune entrevue. Oui, Bernie Sanders est un phénomène. C'est un phénomène de la nature. C'est un phénomène intellectuel. Puis c'est un phénomène, ce gars-là, là. Venez-vous-en. Puis moi, j'ai eu le grand bonheur de commencer ma carrière en communication avec un premier ministre qui avait peur de personne. Et ça, c'est... Puis le parti... M. Parizeau. M. Parizeau, viens-t'en. Viens me poser des questions. Puis c'est moi et moi seul qui te répondrai. Puis si ça marche pas, ça marchera pas, mais je vais te répondre. Jamais je vais refuser de répondre à un journaliste ou à un influenceur ou à un baladeur ou à peu importe. Mais viens-t'en. Et ça, c'est une des choses que j'ai pas appréciées.
que je me questionnais sur la stratégie. Elle a été nommée en juillet. Elle a pris 4, 5, 6 semaines pour répondre à sa première entrevue. Elle est arrivée aux entrevues, certaines entrevues peu ou pas préparées. Ça, à un moment donné, là... Hey, moi, là, je fais des relations de presse à Lévis. On rencontre des journalistes, puis moi, j'accompagne tout le monde, là. Je brief tout le monde qui a à répondre avec des journalistes. Puis vous le savez, là, Alexandre, on travaille ensemble régulièrement. Moi, les gens qui ont à parler avec Alexandre Bellemare, je leur dis, regarde, tiens-toi à ça, voici ton message, voici ton affaire. J'ose avec, mais tu as un message à passer. Puis ça fait partie, tu le sais quand tu rencontres des gens, et je le sais que tu le sais quand tu rencontres des gens. Il y a une préparation à faire pour les politiciens et les politiciennes. Lorsque Kamala Harris, on lui a posé la question en disant qu'est-ce que tu aurais fait différemment que Joe Biden a fait? Puis elle a dit, pas nécessairement pas grand-chose. Je pense, je regarde ça, puis c'est comme si elle n'était pas prête à la réponse. Faut que tu t'éloignes tout en ne t'éloignant pas. Faut que tu dises oui tout en disant non, tout en disant oui. Mais il faut que tu te prépares un message. Et là, on l'a vu avec les yeux hagards en disant, je sais pas trop. Je pense que j'aurais fait sensiblement la même chose. Mais penses-tu que si elle avait passé au travers des primaires, elle aurait été plus prête, là, puis on aurait moins vu ces situations-là? Complètement. Elle aurait été plus prête, oui. Est-ce qu'elle aurait fait le même genre de campagne? Peut-être. Peut-être. Avec des « si on irait à Paris ». Mais avec des « if », là, des euchronismes, on irait... Mais ceci dit, elle aurait été plus prête. Ça, j'en suis persuadé. Puis peut-être un élément de réflexion, c'est qu'en 2020, elle a tenté de faire les primaires lorsque Joe Biden a remporté les primaires démocrates. Et ça a été une des premières à se retirer des primaires. Pourquoi? Parce qu'elle je ne sais pas si vous vous souvenez, elle avait fait un débat, il était 5, 6, 7 sur la scène. Puis elle avait clenché Joe Biden en faisant un peu d'orgisme, là. Puis ça s'était retourné contre elle et tout ça. Bon, si elle avait eu des primaires en 2024, est-ce qu'elle aurait fait le même genre d'erreur? Peut-être. Mais si elle avait traversé à travers les primaires, les primaires, oui, je suis persuadé qu'elle aurait été plus prête, elle aurait été plus en contrôle de son message, plus en contrôle d'elle-même. Puis, c'est de l'expérience aussi, là. Absolument. Ça se gagne. L'expérience, pas une pilule qu'on prend le matin, là. C'est de l'expérience. C'est en faisant des entrevues qu'on fait des entrevues, qu'on fait des meilleures entrevues. C'est en faisant des balados qu'on fait des meilleurs balados. Tu le sais, je le sais. Donc, on en est là. Puis, il y a différents petits éléments qui, par après, on se fait comme, ouais, OK, les démocrates étaient plus ou moins prêts par rapport à ça. Plus ou moins. Mais c'est une campagne électorale. Ce n'est qu'une campagne électorale. Là, on est ses breaks, on regarde ce qui se passe. Bon, on regarde ce qui se passe, puis on commentera au fur et à mesure. Mais c'est tout. On n'a pas voté. Qu'on soit d'accord ou non, on s'en fout. Mais il faut qu'on continue à faire de la business. Et ça, il faut qu'on mette toutes nos énergies de ce côté-là, en disant, il faut qu'on continue à jaser avec les États-Unis. Il faut qu'on continue à jaser avec les leaders économiques des États-Unis. Il faut qu'on continue à entretenir le lien de partenariat d'affaires avec les États-Unis. Pour le reste, on regarde ce qui se passe. On va être offusqué, là. Il y a des choses... On va se mordre le front avec les dents d'en bas en écoutant ce qu'il va dire. Ça va être effrayant. Mais... c'est ça qui est ça. Hein? C'est ça. C'est plate. C'est plate de dire c'est ça qui est ça. Mais c'est ça qui est ça. Mais c'est ça qui est ça. Hey, merci, Jimmy, pour ta participation et ton analyse de passionné de politique. Merci à toi. Merci à vous de nous avoir écoutés. Il y a plein d'autres épisodes qui s'en viennent. Là, on a booké une couple de personnes, donc on va revenir à En série, mais on trouvait que c'était important de finir et clore ce chapitre-là d'abord et avant tout. Donc, merci de nous suivre. C'était Lévisien, Lévisienne, le podcast du Journal de Lévis. On veut remercier aussi le groupe Garneau là, de nous prêter cette belle salle-là. Là-dessus, je vous souhaite une bonne fin de journée. Salut! Yes!